C'est une famille qui semblait parfaite sur les photos. Mais les photos retrouvées sur leur téléphone ont révélé un secret présumé, grossier, répugnant et terrifiant. Ce couple de Floride, l'un pompier, l'autre agent immobilier, est maintenant accusé de l'impensable. Tous deux font face à plusieurs chefs d'accusation, accusés de possession de pornographie infantile et de plusieurs chefs d'accusation pour avoir prétendument commis des actes sexuels avec un chien. Nous suivons l'affaire présentée par Law & Crime. Je suis Chris Stewart. Je n'ai pas de mots pour celle-ci. Je vais être honnête avec vous dès le début avant que nous commencions cet épisode. C'est une histoire dont il n'est pas facile de parler et c'est écœurant ce dont ce couple est accusé. C'est aussi effrayant quand on pense à ce couple et à l'image qu'ils présentaient au public, mais à qui ils sont peut-être vraiment. Autant on peut dire que c'est écœurant et que ce dont ils sont accusés l'est certainement, autant c'est effrayant et terrifiant, vraiment des loups déguisés en agneaux présumés. Et voici pourquoi. Allons-y, les noms du couple, Jordan et Harley Hoffman. Maintenant, le couple aurait, soi-disant, encore une fois, donné cette apparence où l'on ne s'attendrait pas à ce qu'il soit accusé de cela. Je veux dire, il est difficile de croire que quelqu'un puisse être accusé de cela, mais ce couple, ils ont des enfants, 2 enfants, d'après ce que l'on voit sur les photos. Ils avaient aussi de bons emplois. Harley était agent immobilier. Et il semble, d'après les réseaux sociaux, qu'elle avait aussi récemment perdu beaucoup de poids et qu'elle se sentait très confiante en elle. Jordan, son mari, était pompier dans le comté de Columbia, en Floride. Désormais, ils font tous deux face à des accusations, dont des actes sexuels présumés avec un chien. Cette histoire a débuté à Lake City, Floride, en août, lorsque Jordan, le mari, a été arrêté par la police locale. Les enquêteurs ont déclaré qu'ils avaient reçu un signalement du Centre national pour les enfants disparus et exploités. Il semblait être un père exemplaire et un pompier engagé dans la communauté. Il publiait des photos comme le ferait d'autres pères travaillant sur son camion ou accompagnant sa femme à une échographie pendant leur grossesse. Cependant, le signalement reçu par le Centre national pour les enfants disparus et exploités a brisé cette image. Cela a révélé une réalité terrifiante sur qui cet homme serait s'il était reconnu coupable. Il s'agissait de la diffusion présumée de matériel d'exploitation sexuelle d'enfants sur Snapchat. Les enquêteurs ont reçu ce signalement, puis ils ont essayé de le remonter jusqu'à un numéro. Ils ont affirmé que le matériel montrait, je cite, « un enfant prépubère dans des actes sexuels explicites ». Une enquête approfondie a montré que le compte était celui de Jordan Hoffman, pompier de 33 ans à Lake City, Floride. La police affirme avoir découvert que Hoffman faisait l'objet d'un second signalement concernant l'envoi présumé d'une autre image d'un enfant nu. Hoffman a été arrêté puis incarcéré. Après son arrestation, les enquêteurs ont récupéré son téléphone, ils l'ont analysé et cette histoire est devenue encore plus troublante d'une manière à laquelle nous ne nous attendions pas. Non seulement ce téléphone aurait révélé davantage de matériel d'exploitation sexuelle d'enfants, mais ils ont également découvert des preuves impliquant prétendument la femme de Hoffman, Harley, une agente immobilière locale. Les enquêteurs ont indiqué que les 2 Hoffman étaient accusés de possession présumée de matériel sexuel impliquant des enfants et des animaux. Plus précisément, selon les documents du tribunal, des actes sexuels présumés avec un chien. Jordan Hoffman est désormais accusé de multiples chefs d'accusation concernant des images présumées de relations sexuelles avec l'animal. La chaîne de télévision locale WCJB rapporte que Harley Hoffman serait également visible sur les images avec l'animal. Jordan Hoffman est accusé de 57 chefs suite à des découvertes sur son téléphone. Et vous pouvez voir dans ce chef d'accusation, il est indiqué qu'aux alentours du 24 août 2025 dans le comté de Columbia, en Floride, il a sciemment filmé, distribué et possédé toute image ou vidéo pornographique d'une personne et d'un animal engagés dans un contact sexuel avec un animal. Jordan Hoffman fait face à 35 chefs d'accusation d'actes sexuels avec des animaux, 13 de possession de pornographie infantile, 5 de promotion de performances sexuelles d'un enfant, ainsi qu'à d'autres accusations, dont usage illégal d'un dispositif de communication et destruction de preuves. Sa femme, Harley, est accusée de 14 chefs, dont 8 pour actes sexuels avec des animaux et 5 pour possession de pornographie infantile. Il reste encore beaucoup de détails à révéler, notamment la relation que ce couple entretenait avec leurs victimes présumées. Ils étaient leurs parents et Harley a posté des vidéos TikTok avec leurs enfants. On les a vus dehors à Noël comme beaucoup de familles, prenant des photos devant un sapin.
L'employeur de Harley a publié cette déclaration sur ses réseaux sociaux. C'est une agence immobilière locale et c'était en réponse à son arrestation. Elle déclare « Nous connaissons les récentes allégations visant une de nos ex-agentes immobilières. Southern Integrity Realty ne cautionne ni ne soutient les comportements associés à ces allégations. Nous nous engageons à maintenir les normes les plus élevées de professionnalisme et d'intégrité au sein de notre organisation et à promouvoir la sécurité dans cette communauté que nous aimons. » Les dossiers du tribunal indiquent qu'Harley Hoffman a renoncé à comparaître. Elle a plaidé non coupable à toutes les accusations auxquelles elle fait face, et il est indiqué qu'elle demande un procès devant jury dans cette affaire. Selon le tribunal, Jordan n'a pas encore plaidé. Il comparaîtra de nouveau devant le tribunal le 1er octobre pour demander la réduction de sa caution. As-tu déjà remarqué comment certaines habitudes s'immiscent dans ta journée sans même que tu t'en rendes compte? Beaucoup attrapent donc machinalement quelque chose sous le stress ou la fatigue, même en sachant que ce n'est pas bon pour eux. C'est pourquoi je veux te parler de notre sponsor, Fume. Fume est un dispositif d'air aromatisé primé, idéal pour lutter contre la fixation orale et l'agitation. Il offre un excellent goût comme ton remontant habituel sans produits chimiques nocifs. Au lieu d'inhaler de la vapeur, tu respires simplement des arômes naturels et non toxiques qui satisfont l'envie sans les inconvénients. Fume ne consiste pas à arrêter, mais à remplacer. C'est un appareil à air aromatisé qui te donne la même habitude main à bouche, mais sans les inconvénients. Il n'y a pas de vapeur, pas de nicotine, juste des arômes naturels et non toxiques. Maintenant, ce que j'aime le plus, c'est vraiment le design. C'est une élégante pièce en bois, agréable en main, dont les fonctions magnétiques anti-stress sont très satisfaisantes, idéales en cas de stress ou pour rester concentré. En plus, c'est portable, donc tu peux l'emporter partout. Un parfum que beaucoup de gens adorent, c'est la menthe fraîche, super rafraîchissante, parfaite pour rester alerte toute la journée. Il y a de nombreux parfums, tu peux donc trouver ton préféré. Plus de 500 000 personnes ont déjà adopté Fume dans le cadre de leur démarche de changement d'habitude. Alors si tu es prêt à l'essayer toi-même, c'est le moment. Pendant une durée limitée, si tu commandes le Pack Journey avec mon code, tu recevras gratuitement un Fume Topper, un accessoire génial pour améliorer ton expérience. Clique sur tryfume.com/lawandcrime ou scanne le QR code à l'écran pour l'obtenir dès aujourd'hui. Il semble que Jordan et Harley soient actuellement détenus à la prison du comté de Columbia. Je peux également voir, grâce au dossier judiciaire en ligne, qu'il y a des affaires de garde d'enfants en cours devant le tribunal de la famille du comté de Columbia, où il semble que des membres de la famille élargie des Hoffman déposent des demandes pour obtenir la garde de leurs enfants, car ils font maintenant face à des accusations très graves et sont accusés d'actes impensables. Cette histoire est choquante et impossible à minimiser. Même criminels endurcis, ce dont ils sont accusés serait impensable. Mais en plus d'avoir de bons emplois et de sembler être une famille heureuse, les Hoffman n'ont pas de casier judiciaire sérieux, à part quelques infractions routières antérieures. Nous accueillons l'avocate pénale et ex-procureure Kathleen Bogenschutz, en direct de Floride, pour en discuter. Merci d'être venu sur Law and Crime. Je sais que ce n'est pas une histoire agréable à raconter, c'est le moins qu'on puisse dire. Au total, 70 chefs d'accusation contre ce couple. C'est 57 pour Jordan Hoffman et sa femme, Harley, environ 13 chefs d'accusation pour elle. Qu'est-ce que cela vous dit sur les preuves que les procureurs ont contre ce couple dans cette affaire? La plupart d'entre nous ne pensent pas comme des délinquants dans notre vie quotidienne et c'est une bonne chose et je suis contente que nous ne le fassions pas. Mais c'est quelque chose dont nous parlions tous les jours quand je poursuivais des crimes sexuels. De quoi auriez-vous besoin si vous en aviez l'intention pour victimiser un enfant de cette façon, pour maltraiter des animaux de cette façon? Vous avez besoin d'accéder à la victime et vous avez aussi besoin d'intimité. Donc, si vous avez l'un sans l'autre, vous ne pouvez pas le faire. Lake City est une ville située dans une région rurale de la Floride. Ça ne me surprendrait pas qu'ils aient eu l'intimité nécessaire pour pouvoir faire ce genre de choses et créer ce genre de choses. On ne s'attendrait pas à ce que quelqu'un crée ça dans un endroit où, vous savez, on est dans un immeuble avec des murs fins, des choses comme ça. Il faut avoir accès à la victime et il faut avoir l'intimité nécessaire pour pouvoir le faire, surtout de cette manière, j'ai horreur de dire, aussi prolifique. Parce que si quelqu'un était trouvé avec une vidéo de ce dont il est accusé, c'est-à-dire de bestialité, ainsi que de matériel d'abus sexuel sur enfants. Vous savez, l'un d'eux entraînerait, je suppose, une peine de prison, et ce serait une infraction très, très grave.
Comment une affaire comme celle-ci serait-elle différente, sachant qu'ils font face à autant d'accusations et semblent avoir beaucoup de preuves contre eux? Eh bien, c'est en fait un très bon point que vous soulevez parce que malheureusement, je veux dire, c'est génial quand la technologie s'améliore avec le temps pour nous en tant que personnes en général. Mais à l'époque, non, comme dans les années 90 et au début des années 2000, si les gens essayaient d'échanger des vidéos comme ça, je veux dire, ben, ils envoyaient des CD par la poste. Ils envoyaient, vous savez, ces vieilles disquettes par la poste. Et de nos jours, les ordinateurs sont tout simplement capables de tellement de choses et les caméras aussi. Et on peut mettre tellement de choses sur une petite carte Secure digitale et les échanger sur Internet si facilement qu'on a vraiment constaté une augmentation du nombre de vidéos et de photos que les délinquants individuels avaient sur leurs appareils, simplement parce que la technologie s'est améliorée, ce qui est assez logique. Cependant, les directives de condamnation n'ont pas tellement changé et je m'attendrais à voir des différences assez significatives, du moins selon les directives de condamnation de la Floride. Je suppose que nous aurions affaire à de la pornographie juvénile aggravée si nous avons plusieurs chefs d'accusation. Et ensuite, nous allons nous retrouver avec des peines minimales obligatoires sur cette base. Si vous deviez estimer le type de peine de prison qu'il pourrait encourir, de quel ordre de grandeur parlerait-on? La Floride utilise des feuilles de notation semblables à des lignes directrices pour la peine, établies souvent par d'anciens juges devenus avocats de la défense ou procureurs qui fournissent une fourchette de recommandations pour la condamnation. Et dans ce cas, je m'attendrais à ce qu'il soit tout à fait possible qu'au moins l'homme ayant le plus de chefs d'accusation pourrait atteindre un score menant à une peine de prison à vie en Floride. Je pourrais le calculer, mais dès qu'on dépasse 360 points, il risque la perpétuité. Il s'agit de points, pas de mois. Le juge peut vous condamner à perpétuité. Il y a de nombreux aspects choquants dans cette histoire. Je veux dire, je pense même que, vous savez, leur profession, ils semblent être en apparence des citoyens modèles, mais ensuite, il y a tout ça. Même s'ils sont accusés et peut-être criminels professionnels, il reste choquant que quelqu'un fasse cela. Mais ils restent innocents jusqu'à preuve du contraire, je le précise. Quand on examine cette affaire, avec les poursuites pour crimes sexuels et l'accusation de bestialité, à quel point ce type d'affaire est-il fréquent? Je peux vous dire que, et j'ai été chargée de traiter des crimes sexuels pendant 8 des 12 années où j'étais procureur. Je pense que je n'ai vu que 2 ou 3 affaires de bestialité. Gardez à l'esprit que pendant 4 ans, j'étais dans un bureau où c'était ma seule activité. Ce sont les seuls types d'affaires qui m'étaient confiés. Donc c'est très inhabituel. Je ne dis pas que ça n'arrive pas, mais il y a des raisons pour lesquelles il existe des lois contre ça, disons-le comme ça. Et je vais aussi ajouter ceci. Vous savez, ils ont l'air d'être des citoyens respectables. Quelque chose qu'une psychologue légiste m'a dit il y a des années m'a toujours marqué. Et je transmets cela aux parents d'autres jeunes enfants, car j'ai aussi une petite fille. Si les monstres ressemblaient à des monstres, ils ne pourraient jamais s'approcher suffisamment. Donc, vous savez, si quelqu'un a l'air dangereux et effrayant, il ne pourra probablement pas s'approcher de votre enfant ou de vous. Et je déteste, vous savez, encourager la paranoïa, mais c'est pour ça que nous restons vigilants en tant que parents et en tant que personnes. Et c'est pour ça qu'on ne laisse pas nos enfants aller chez d'autres personnes sans surveillance et sans s'assurer qu'on sait qui elles sont. Oui, et c'est vraiment une façon très profonde de voir les choses, parce que je n'ai pas forcément... Je veux dire, on couvre beaucoup d'affaires, malheureusement, où c'est un peu le loup déguisé en agneau, comme on dit dans le cliché. Et puis, quand on regarde celle-ci, c'est une famille de 4 personnes, et on ne sait pas, mon Dieu, si leurs enfants étaient impliqués là-dedans. Mais tu sais, ils ont juste l'air de gens normaux, avec des emplois normaux. Et puis, tu lis les documents du tribunal, et ils sont tout simplement accusés d'être des monstres. Et je pense que l'autre aspect aussi pour moi, c'est que dans les affaires où il n'y a pas seulement un membre de la famille accusé d'être impliqué dans ces choses terribles,
mais où il y a aussi une deuxième personne de la famille qui serait impliquée dans ces affaires. Et c'est juste, quelle est la dynamique que tu observes dans certaines de ces affaires impliquant des couples, où tu as deux personnes qui sont des prédateurs, soi-disant, qui se sont trouvés dans ce monde, puis qui continuent et finissent par se retrouver dans des affaires comme celle-ci? Je vais montrer mon âge pendant 1 seconde. Je pense que je suis un peu plus âgée que toi. Dans les années 90 au Canada, il y avait cette affaire, on l'appelait les tueurs Ken et Barbie. Et le parquet a offert un accord de plaidoyer très avantageux à la femme des deux parce qu'ils auraient enlevé et agressé sexuellement des femmes ensemble et en ont finalement tué certaines. Et la femme a bénéficié de l'accord de plaidoyer, a tiré avantage de cet accord et n'a eu que quelques années de prison, je crois, avec une perspective de sortie. Et elle a été libérée depuis. Et ensuite, bon, ils ont trouvé les vidéos de ce qui se passait. Et apparemment, elle participait à tout cela. C'est toujours une question en suspens. Et une autre chose qu'un ancien procureur spécialisé dans les homicides m'a dite quand j'essayais de trouver un sens à une affaire. Il m'a dit, si tu essaies d'imposer ta logique à quelque chose qui la défie, tu vas juste te rendre folle et n'accomplir rien du tout. Donc, je veux dire, on a déjà vu ces équipes mixtes hommes-femmes fonctionner par le passé. Il existe même des vidéos de cela des années 90, forcément filmées avec ce genre de caméra. Mais ils filmaient leurs exploits avec ses filles. Et il s'est avéré que la femme du couple était tout aussi impliquée. Dans ce cas, elle a affirmé qu'il s'agissait de Karla Omola. Et le nom de l'homme m'échappe, Paul Bernardo, je crois. Mais elle prétendait être victime de violences domestiques. Il y avait ces photos d'elle avec les yeux tuméfiés. Donc, il y a eu une sorte de décision prise par les procureurs selon laquelle l'un des deux était plus coupable que l'autre et que peut-être il y avait une sorte de syndrome de Stockholm lorsqu'elle y participait. Puis, ils ont trouvé les vidéos et il y a eu une sorte de tollé public pour révoquer son offre de plaidoyer. Et au Canada, c'était le procureur de la Couronne, mais ils ont gardé leur accord de plaidoyer. Mais je veux dire, nous avons déjà vu ce genre de couple de type folie à deux dans le passé. Je ne dis pas que c'est ce qui s'est passé ici. Il est tout à fait possible que, vous savez, l'un des deux ait beaucoup plus de pouvoir dans la relation. Mais je veux dire, il faudra juste attendre et voir. Car en se basant simplement sur cela, c'est un point intéressant concernant la violence domestique. Et vous savez, il y a certainement des relations qui impliquent de la violence domestique et qui sont extrêmement graves. Dans ce cas, vous avez, je veux dire, Jordan fait face à 57 chefs d'accusation, sa femme, ses 13 ou 14 chefs d'accusation, tous des chefs d'accusation graves auxquels elle fait face, mais il semble qu'il était beaucoup plus impliqué selon les preuves qu'elle ne l'était. Je sais qu'une chaîne locale affirme l'avoir vue sur les vidéos, donc elle était présente. Dans quelle mesure cette défense est-elle efficace? S'ils avancent l'argument que, eh bien, c'est lui qui dirigeait tout ça, que c'était peut-être une relation abusive, qu'il avait le pouvoir dans la relation, et qu'elle était simplement là, piégée dans tout ça. Je veux dire, à quel point cela peut-il être efficace dans une affaire comme celle-ci? Là où, je veux dire, si vous montrez cette vidéo que nous n'avons pas vue, pas que je pense que quelqu'un voudrait la voir, mais si vous montrez cette vidéo à un jury, il semble que ce serait une preuve très accablante contre elle. Donc, la Floride a une théorie de poursuite appelée la théorie du principal. Et la façon dont j'expliquais cela au jury, c'est que la défense de Nuremberg ne fonctionne pas en Floride. J'obéissais simplement aux ordres. Il me l'a demandé, alors je l'ai fait. Ou bien je n'ai fait que tirer le levier, je n'ai pas tiré avec l'arme. Si vous prenez part à l'infraction, vous êtes responsable de toute l'infraction. Donc, ou si vous voulez vraiment le dire de façon plus familière, si vous mettez un pied dedans, vous y êtes jusqu'au cou. Donc, devant un jury, cet argument ne devrait pas peser lourd face à l'instruction sur la théorie du principal, mais cela peut avoir du poids auprès du procureur pour décider si l'un des deux veut devenir témoin à charge et témoigner contre l'autre. Il semblerait que ces deux personnes soient mariées, donc nous avons aussi des questions de privilège marital. Je tiens également à préciser qu'il existe des exceptions importantes au privilège marital en Floride lorsque l'enfant est victime ou en cas de violence domestique.
Donc, en gros, mais vous ne pouvez pas terroriser votre famille et ensuite invoquer le privilège marital. J'ai vu dans les dossiers du tribunal qu'elle avait renoncé à sa comparution et plaidé non coupable. Il ne l'a pas fait, donc il doit toujours comparaître pour son inculpation, je crois le 1er octobre. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que cela vous indique? Faut-il retenir quelque chose du fait que s'ils sont jugés séparément, ces affaires pourraient évoluer différemment? Donc, ils ne peuvent évidemment pas être représentés par le même avocat. Je ne sais pas si le bureau de l'avocat commis d'office lui a été attribué et puis un autre avocat peut être choisi dans ce qu'on appelle la liste de rotation, comme un avocat privé qui serait nommé spécialement comme défenseur public, où il obtiendrait un avocat de conflit, en gros, pour le représenter. Donc, cela pourrait expliquer pourquoi elle a pu plaider et lui non. De nombreuses démarches administratives sont nécessaires quand le bureau du défenseur public se retire d'une affaire pour conflit d'intérêts. Je n'ai pas vérifié si elle a un défenseur public, mais ma première supposition, c'est qu'il est en train de naviguer dans la bureaucratie pour qu'on lui attribue son propre avocat. Je sais aussi que tu es avocat de la défense pénale. Je pense que pour Jordan, le mari accusé de 57 chefs, ces infos viennent du Centre national pour les enfants disparus et exploités. Les procureurs semblent avoir des preuves accablantes contre lui. Je veux dire, quelle est la défense? Quelle stratégie adopter face à un client contre qui les procureurs semblent avoir des preuves? Il est accusé pour l'instant. Nous n'avons pas vu les preuves, mais ils affirment en avoir d'irréfutables montrant qu'il possède ce matériel sur son téléphone et que sa femme apparaît aussi dans les vidéos. Et tu sais, il y a aussi l'élément de bestialité, ce qui rend l'affaire encore plus choquante. Donc, la première chose que je ferais serait d'examiner les mandats de perquisition, car il y a probablement eu plusieurs niveaux de mandats de perquisition dans cette affaire. Je ne dis pas que quelqu'un a mal agi, mais c'est la première démarche en tant qu'avocate de la défense. C'est un crime vraiment répugnant et écœurant. Cela ne veut pas dire qu'il ne mérite pas les mêmes protections juridiques que nous tous. Donc, je regarderai les mandats de perquisition. Je vérifierai à 2 reprises que les éléments pour lesquels ils ont demandé les mandats de perquisition étaient bien des infractions pénales. En fait, j'ai actuellement une affaire comme ça en cours où la police a demandé un mandat de perquisition, puis n'a jamais inculpé le gars pour le premier crime parce qu'ils ont décidé qu'ils n'avaient pas de motif raisonnable. Et je me suis dit, oulala, ça ne semble pas vraiment être une très bonne base pour un mandat de perquisition. Nous allons plaider là-dessus. Donc, c'est votre première démarche. Votre deuxième démarche consiste à voir très souvent, quand vous avez une famille et qu'ils utilisent tous des appareils différents, qui avaient réellement accès à cela. Maintenant, comme nous avons des téléphones portables avec la reconnaissance faciale et ce genre de choses, cela peut échouer très rapidement. Pour dire, oh, quelqu'un d'autre était sur mon téléphone. C'est ça, la reconnaissance faciale, vous savez, et les ordinateurs et les téléphones ont la capacité, par exemple, mon MacBook peut maintenant lire mon empreinte digitale pour ouvrir l'ordinateur et vous pouvez regarder les événements passés pour voir si c'était mon code d'accès que j'ai tapé ou si j'ai utilisé mon doigt. Et l'un de ces 2 moyens est bien plus susceptible d'être personnellement moi. Donc, selon le type d'appareil qu'ils ont, vous pourriez être complètement coincé et il serait peut-être temps de négocier. Mais ça ne veut pas dire que vous ne vérifiez pas tout en tant qu'avocate de la défense. Ça ne veut pas dire que vous ne lisez pas tous les mandats. J'ai vu des erreurs vraiment stupides commises par des policiers et des procureurs pourtant très intelligents par le passé. Et si au final, vous voyez que tout a été fait dans les règles, qu'ils l'ont, disons, si vous êtes procureur, pourquoi, vous savez quelle est notre, ou je suppose que ça concerne la partie avocate de la défense. Je veux dire, quel levier y a-t-il pour obtenir quelque chose de mieux que d'aller au procès en sachant que vous pourriez obtenir une condamnation et le tenir au plus haut niveau de la loi? Donc, la première chose à laquelle vous pourriez penser, c'est est-ce qu'il y a quelque chose que moi ou mon client pouvons vous offrir, à vous, l'État, en échange d'un meilleur accord de plaidoyer? L'une de ces choses, et moi, vous savez, malheureusement, les gens comme moi pensent de cette façon parce que c'est notre travail. Mais l'une de ces choses, c'est que lorsque vous avez des enfants qui sont victimes de ces infractions, ne pas les faire témoigner et ne pas les obliger à aller à une déposition est quelque chose pour lequel l'État est souvent prêt à négocier.
Vous discutez avec le procureur en affirmant que tous ces mandats de perquisition sont en règle. Je ne peux pas sérieusement déposer une requête en annulation. J'ai questionné tous les policiers. Tous semblent honnêtes. Si je choisis de ne pas interroger l'enfant ou les enfants dans cette affaire, de ne pas leur poser de questions, de ne pas les faire parler de ça, quel genre d'accord de plaidoyer me proposeriez-vous pour que je ne le fasse pas? Et dans certaines juridictions, il y a comme une règle non écrite selon laquelle, si vous interrogez la victime d'un crime sexuel, il n'y a plus aucune offre de plaidoyer. C'est une mauvaise règle générale, car parfois, votre dossier s'effondre comme une étoile à neutrons quand vous êtes procureur. Je me souviens qu'un gars à Hollywood disait de ne jamais travailler avec des enfants ou des animaux. On ne sait jamais ce qui va se passer. Et en fait, quand je poursuivais des affaires impliquant des enfants, je faisais toujours témoigner l'enfant en premier, puis j'utilisais les autres témoins pour rattraper tout ce qui venait de se passer avec l'enfant à la barre, parce que c'est vraiment très difficile de contrôler les enfants et de leur faire parler devant une salle d'audience pleine de monde de ce qui sera, espérons-le, la pire chose qui leur soit jamais arrivée. Donc, ça fait partie de la négociation à ce niveau-là. Il y a aussi la question de savoir si l'enfant a fait des déclarations. Souvent, des entretiens médico-légaux sont filmés. Donc, vous avez déjà une assez bonne idée de ce que l'enfant va dire et vous pouvez passer en revue cela avec votre client et essayer de vous asseoir pour, vous savez, avoir une conversation difficile sur la solidité des preuves ici, ce que beaucoup d'avocats de la défense oublient de mentionner lorsqu'ils parlent de la façon de traiter ce genre d'affaires. Une grande partie de ce travail consiste à prendre des décisions difficiles et à avoir des conversations délicates avec vos clients. Oui, et cela fera certainement partie de la suite. Une affaire vraiment troublante en Floride. Mais Kathleen Bogenschutz, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur Law and Crime. Merci de m'avoir invité. C'était On Case par Law and Crime. Abonnez-vous sur YouTube et Spotify. Je suis Chris Stewart. À bientôt.